Cette histoire est celle de ma mère, pas la mienne, mais je vais vous la raconter avec sa perspective. Je m'appelle Anita et je viens de l'Argentine. J'ai vécu cette expérience horrible quand j'avais 18 ans. J'avais fait la fête une bonne partie de la nuit avec mes amis dans la capitale. Et quand j'ai atteint ma limite, j'ai décidé de rentrer. Il faisait noir dehors et pleuvait en plus. J'étais un peu bourrée, donc j'ai décidé de rentrer en taxi par sécurité. Il n'y avait pas d'application à l'époque, donc pour en avoir un, il fallait attendre qu'il passe et lui faire un signe de la main. Mon amie Claudia a attendu avec moi que mon taxi arrive, mais après un moment, elle a commencé à s'impatienter et à avoir froid, donc je lui ai dit qu'elle pouvait retourner à la fête. J'ai attendu sur le bord de la route, perdue dans mes pensées, jusqu'à ce que je voie les phares d'une voiture. J'ai levé la main et la voiture s'est arrêtée. J'ai ouvert la portière et je me suis installée dedans. En mettant ma ceinture de sécurité, j'avais un très mauvais pressentiment, mais je l'ai mis sur le dos de l'alcool. Je pouvais entendre les gouttes de pluie sur les vitres, et j'ai soudainement pris conscience du silence pesant. J'ai décidé de faire la conversation au chauffeur, mais il ne répondait que le strict minimum. Je me suis demandé si je n'avais pas fermé sa portière trop fort, et que je l'avais énervé. Mais bon, je n'y pouvais rien. J'ai regardé autour de moi, et j'ai soudainement réalisé qu'il n'y avait aucun document d'affiché. Ni téléphone, ni email, ni certificat, ni immatriculation. Rien. Le mauvais pressentiment a empiré, et à environ une demi-heure de chez moi, j'ai décidé que je voulais descendre. Je l'ai prévenu à un feu que j'allais m'arrêter là. J'ai essayé d'ouvrir la portière, mais j'ai découvert qu'elle était verrouillée. Il a alors dit d'un ton nonchalant : « La portière a un souci, mais je vais l'ouvrir. » Il s'est arrêté sur la route principale, et j'ai préparé son argent. Il est sorti de son côté et m'a ouvert. Je suis sortie à mon tour en le remerciant, et je lui ai tendu l'argent. Pour la première fois, il m'a regardé dans les yeux. Mon cœur a loupé un battement. Il paraissait mauvais. Il a souri, sans me quitter des yeux. Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit ensuite. « Tu es une chanceuse, tu sais », d'une voix presque menaçante. Il a fermé la portière et est remonté dans la voiture. Il m'a regardé une dernière fois avant de s'éloigner. Puis à peine 20 mètres devant, le feu est passé au vert et je l'ai vu s'arrêter à un virage. Là, j'ai regardé avec horreur 3 hommes armés monter dans sa voiture. Et ils sont tous partis ensemble. À cette époque, des jeunes femmes de mon âge avaient disparu dans ma région et plusieurs corps avaient été retrouvés mutilés, dépecés et certains avaient même été en partie mangés. Ils avaient tous été torturés, agressés, volés puis tués. À ce jour, les coupables n'ont jamais été retrouvés et je me demande ce qui me serait arrivé si je n'avais pas écouté mon mauvais pressentiment. Pour contexte, cette histoire m'est arrivée il y a à peine quelques jours. J'habite dans un petit village dans les Balkans et j'ai 15 ans. Sachez qu'ici, il fait déjà nuit après à peine 17 heures. Passons maintenant à l'histoire. Il y a quelques jours, mon chien a eu un accident en se faisant attaquer par un autre chien et j'ai ressenti le besoin d'aller à l'église. J'y suis donc allée un soir après avoir fini les cours et mes devoirs, vers 18 heures. La plupart des églises ici n'autorisent pas le port d'un pantalon quand on y va pour prier. Et pour respecter cette tradition, j'ai mis une longue jupe noire avec un haut noir et des bottes. En chemin vers l'église, j'ai eu un très mauvais pressentiment, mais je l'ai ignoré. Une fois arrivé sur place, j'ai vu à l'extérieur un homme dans la quarantaine, portant un hoodie et tenant une fleur rouge, probablement une rose. Il bougeait d'une manière telle que je pensais qu'il dansait. Il a reniflé la rose, puis a regardé le ciel. Il m'a mise très mal à l'aise, mais je me suis dit qu'il était probablement bourré. Quand il m'a remarqué, il s'est arrêté de danser et de renifler la fleur. Il m'a regardé en souriant, mais son sourire était bizarre, comme s'il avait peur de quelque chose. Je suis entrée dans l'église pour prier, puis je suis ressortie. Là, je l'ai vu agresser une fille, au point de lui casser le bras. J'ai foncé vers lui et je l'ai frappé. Il ne s'est pas défendu, il a juste pleuré en me suppliant d'arrêter. Je l'ai frappé encore une fois et il s'est évanoui. J'ai appelé la police et une ambulance. L'homme a directement été arrêté. Le jour suivant, j'ai appris de ma grand-mère que la fille que cet homme avait agressée était en train de rentrer chez elle, après des cours privés. J'étais choquée, mais également perplexe. Pourquoi ne m'avait-il pas attaqué avant ? J'étais passée devant lui en premier après tout.
Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, et je me suis promis que j'irais le lendemain à l'église pour prier pour la fille. En me réveillant, j'ai trouvé une vieille dame chez moi en train de parler avec ma mère. Je l'ai saluée en souriant, mais elle s'est laissée tomber à genoux. Elle m'a dit qu'elle m'avait vue à l'église l'autre jour. Elle m'a dit que j'avais des ailes blanches dans le dos, et que mes yeux étaient devenus blancs en frappant le criminel. J'étais tellement choquée que je n'ai rien pu dire. Je ne savais même pas quoi dire en fait. Après ça, je suis allée voir un prêtre, qui m'a dit que j'avais un esprit qui me suivait et me protégeait. Je me demande parfois où j'en serais dans la vie, si je n'avais pas cet esprit protecteur avec moi. C'est le premier incident effrayant à m'arriver de toute ma vie. Je l'ai vu plutôt que vécu. J'avais 12 ans quand c'est arrivé. Les lundis à l'école, les cours se finissaient à 17h. Je détestais ça parce que c'était tard. Et surtout, j'étais assignée pour nettoyer la classe avec quelques-uns de mes camarades. Donc je restais à l'école encore plus tard, bien après 17h30. Pour vous décrire rapidement mon école, j'allais à une école privée catholique. Et à côté de la cour, il y avait un portail, derrière lequel se trouvait l'endroit où les prêtres et les bonnes sœurs vivaient. Le bâtiment était vieux et rouillé avec des murs gris en béton. Les élèves adoraient propager des rumeurs à son sujet, parce qu'il était si vieux que des bonnes sœurs étaient décédées à l'intérieur. Notre classe se trouve au 3e étage, et les couloirs forment des sortes de terrasses. Donc quand vous regardez en bas, vous pouvez avoir une vue de l'école. Et devant notre classe, la vue donnait sur la maison où les prêtres et les bonnes sœurs vivaient. Je n'y avais jamais prêté attention avant ce moment-là. Un après-midi, il faisait déjà noir. Il était presque 18h si je me souviens bien. Pendant que les autres enfants nettoyaient à l'intérieur de la classe, je suis sortie dans le couloir pour laver notre fenêtre. À un moment, j'ai fait une pause et je me suis retournée. C'est là que j'ai vu la fameuse maison. Je voulais me reposer et m'adosser au couloir, regardant le ciel qui avait déjà noirci. Puis mon regard a de nouveau dévié vers la maison. Et là, j'ai vu quelque chose juste devant. Une silhouette. Quelqu'un ou quelque chose recouvert d'un drap blanc. Je ne pouvais pas voir grand-chose à part sa forme, qui ressemblait à un humain pour moi, juste recouvert d'un drap. J'ai froncé les sourcils. C'était très bizarre. J'ai entendu la porte de la classe s'ouvrir, et j'ai vu mon amie Carrie sortir. Je lui ai chuchoté. « Carrie, regarde !» en pointant là où il y avait la silhouette bizarre. Mais quand j'ai de nouveau regardé, elle avait disparu. Des frissons m'ont envahi. Je n'avais pas peur avant qu'elle disparaisse. J'étais effrayée et mon cœur battait fort. Cette chose était bien là. Où était-elle passée? Carrie m'a demandé ce qui se passait, et ça m'a fait sortir de ma transe. Je ne me souviens plus de ce que je lui ai dit comme excuse, ou si je lui avais dit la vérité. Je ne me souviens que de la peur que j'ai ressentie. Sur le chemin pour rentrer chez moi, j'étais encore très effrayée. Qu'était cette chose? Est-ce que j'avais halluciné? Comment avait-elle disparu aussi rapidement? La semaine d'après, au lundi suivant, j'ai été assignée au nettoyage comme d'habitude. J'en ai profité pour regarder là où j'avais vu la silhouette. Mais évidemment, il n'y avait rien. Puis j'ai regardé une des fenêtres, et je l'ai revue. Pas de visage, rien. Juste une silhouette recouverte d'un drap blanc. Je n'ai pas voulu prévenir mes amis à nouveau, donc j'ai juste fait demi-tour et j'ai couru dans la classe. Les bruits de mes camarades m'ont un peu calmée. À ce jour, je ne sais toujours pas ce que cette chose est. Mais à chaque fois que je repense aux rumeurs à propos de la maison, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est l'esprit d'une nonne morte. En décembre 1999, elle est soudainement apparue dans la maison de Thomas. Dans la soirée, son père l'avait appelé en bas. Mais alors qu'il s'apprêtait à descendre les escaliers, son père a tendu le bras pour l'arrêter. Son regard paraissait nerveux, et Thomas a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. « Tu dois garder à l'esprit ce que je vais te dire », a dit son père. « Tu vas voir quelqu'un chez nous. Concentre-toi juste sur moi. Tu ne dois jamais lui donner ton attention. » Thomas a presque éclaté de rire. Il n'avait que 12 ans, et il a pris cet avertissement comme une blague. Mais son père a poursuivi avant qu'il puisse répondre. « Elle va te murmurer des choses, et elle va tout faire pour te suivre et avoir ton attention.
Elle va être très dure à ignorer. Mais mon fils, tu ne dois jamais lui adresser la parole, sous aucun prétexte. Si tu prétends qu'elle n'existe pas, elle va partir. Tu veux bien ? Une infinité de questions a traversé l'esprit de Thomas, mais il s'est contenté d'acquiescer, parce qu'il était aussi effrayé. D'accord, c'est l'heure du dîner, allons en bas. Ce que je viens de te dire à son sujet l'a rendue plus forte, mais c'est le seul moyen. Je voulais éviter que tu tombes sur elle par accident. Fais-moi confiance et concentre-toi. Thomas l'a lentement suivi en bas, se concentrant uniquement sur lui en train d'aller dans la cuisine, comme il avait dit. Le rez-de-chaussée avait une atmosphère bizarrement froide, et l'odeur qui flottait était âcre. Un raton laveur était mort une fois dans un de leurs murs, et l'odeur que ça avait dégagée ressemblait à celle qui flottait. Thomas et son père se sont assis à table en même temps. Sa sœur était assise en face de lui, le regard baissé vers l'assiette vide devant elle. Alors que sa mère sortait les plats du four, Thomas a pu voir qu'elle avait pleuré. Il a essayé de se concentrer sur sa famille, mais il a aussitôt remarqué une silhouette grisâtre, avec des cheveux noirs, se tenant dans un coin de la pièce. L'atmosphère dans la cuisine était pesante. Il n'y avait aucun rire ou chaleur comme il y en avait d'habitude. La sœur de Thomas lui a attrapé le genou sous la table et a chuchoté. « Est-ce que tu la vois aussi ?» Thomas a hoché la tête, mais leur père leur a aussitôt dit de se taire, d'une voix menaçante. Puis la femme s'est approchée, avec des bruits de pas mouillés. Thomas a pu sentir l'horrible puanteur qu'elle dégageait. Elle a marché lentement vers la table et s'est arrêtée juste derrière sa sœur. Puis il s'est approché et a posé sa main desséchée, décharnée, sur ses épaules. Sa sœur a baissé le dos et a regardé Thomas, qui s'est dépêché de baisser la tête. Sa mère s'est forcée à agir comme si de rien n'était, alors qu'elle préparait le dîner. Sous la table, Thomas a vu son père lui tenir la main fort, pour ne pas qu'elle perde le contrôle. Sa sœur a dû supporter ses horribles mains puantes sur ses épaules toute la soirée, et le seul bruit était un chuchotement incompréhensible venant de l'intruse. Ils ont vécu comme ça pendant des mois, faisant de leur mieux pour prétendre que tout allait bien. Pendant cette période cauchemardesque, ses parents n'avaient invité personne et ne les laissaient pas aller chez des amis non plus. Quand ils parlaient d'elle, ils pouvaient se chuchoter l'un à l'autre tant qu'elle n'était pas proche. Leur père leur a demandé de ne parler d'elle à personne et que c'était comme ça qu'ils allaient l'isoler. Ils ont conclu qu'elle paraissait invisible aux autres tant qu'ils ne connaissaient pas son existence. Quelques années plus tard, Thomas a découvert que c'était son père qui l'avait ramenée. Dans les années 70, sa tante avait croisé le chemin de cette femme et depuis, elle l'avait suivie partout, même chez elle. Et en 1999, le père de Thomas n'a pas réussi à se débarrasser de ses pensées à propos d'elle et elle a fini par le suivre aussi. Ils ont réussi à n'en parler à personne d'autre et c'était la chose la plus difficile qu'ils aient faite de leur vie. Il était avec eux quand ils sortaient ou quand ils étaient dans la voiture et ne leur donnait aucun répit. C'était très dur pour leur mère qui était seule à la maison avec elle, lorsque leur père allait au travail et eux à l'école. Une nuit neigeuse de février, ils étaient en train de dîner et leur mère est partie se coucher plus tôt. La femme était assise sur leur lit. Malheureusement, sa mère n'a pas pu le supporter davantage. Thomas l'a entendu crier depuis la chambre. « Pitié, laisse ma famille tranquille !» Le visage de son père est devenu blanc et il s'est précipité pour l'arrêter. C'était la dernière fois qu'ils avaient vu leur mère. La femme était toujours là, mais leur mère avait disparu pour toujours. Et la flaque de sang sur le tapis blanc était tout ce qu'il restait d'elle. Pendant des semaines, la femme a murmuré à Thomas « Je te laisserai revoir ta mère. Juste demande-moi comment faire. » Mais Thomas n'a jamais cédé. Et la raison pour laquelle il nous raconte cette histoire est parce qu'il a besoin que vous pensiez à elle. Pour la première fois en 18 ans, il l'a revue ce matin. Il ne veut pas perdre sa femme ou faire subir à ses enfants le même calvaire. Il veut que vous imaginiez qu'elle est chez vous et peut-être que là, elle le laissera en paix. Peut-être. Vous êtes infectés désormais et un jour, elle visitera votre maison. Vous ne devez jamais lui accorder d'attention. C'est le seul moyen de survivre. Thomas est vraiment désolé.